Choix 98 Radio X. Radio X. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bon vendredi. On est le 30 octobre 2020. Mon nom c'est Marceau, son nom à lui c'est Christian Page. Bon vendredi, Christian. Salut Yannick. I see you. Ouais, j'ai failli entrer en onde en faisant. Mais... C'est demain. T'as-tu préparé ton déguisement? Ah, je le porte tous les jours. Et c'est le plus épeurant que t'as trouvé. Exactement. Oh boy. Est-ce que t'as passé une belle semaine? Oui, une belle semaine, très occupée, effectivement. Ben c'est bon signe. Est-ce que t'as encore fait de la télé? Ah ben oui, j'ai fait de la télé et je vais en refaire aussi. Là, la semaine prochaine, je serai à l'émission de Denis Lévesque. Écoute, c'était un peu un tourbillon. Là, cette semaine, l'histoire de ce livre qui est sorti, là, je veux dire, ça a déboulé là, comme ça. Là, j'ai passé... Mais les critiques sont très, très bonnes. Je suis content. Il y a des gens, des auditeurs de Radio X qui se sont procurés le livre, qui l'ont déjà lu et qui donc m'ont fait leurs commentaires. Et puis jusqu'à maintenant, je n'ai que des réflexions positives. C'est un livre de combien de pages? Oh, 400. 400. Et ils ont eu accès au livre mercredi, jeudi? Oui, donc le livre est sorti en librairie mercredi. Donc là, moi, j'étais en pleine tournée de promotion là, de radio-télé. Mais donc c'est ça, les gens ont pu se le procurer en librairie. D'ailleurs, nous, on va en faire tirer un ce soir, puis on va en faire tirer un autre la semaine prochaine, si tu le veux bien. Ah oui? Et les gens, c'est ça. Donc les gens se sont précipités, ont acheté le bouquin, et puis bon, c'est quand même un livre de 400 pages, là, donc il faut prendre le temps de le lire. Et puis il y a des passages qui sont peut-être un peu plus ardus, là, parce que tu sais, il faut essayer d'expliquer des choses. Mais non, les gens sont passés au travers de ça rapidement. Puis écoute, jusqu'à maintenant, je n'ai que des bons commentaires. Espérons que ça va continuer comme ça. Mais je veux dire, on est conscient qu'on peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, je pense d'entrée de jeu, quand que la première phrase que je dis dans mon bouquin, tu sais, quand on arrive dans l'avant-propos, ça commence en disant « Vous tenez dans vos mains le livre qui, à coup sûr, deviendra le plus détesté des ufologues québécois. » Donc, ça commence, je sais que je peux pas faire plaisir à tout le monde, puis à un moment donné, il faut faire le tri. Mais j'ai pas fait le livre pour plaire aux ufologues ou pour plaire... disons, aux convaincus, là, que rien ne pourrait ébranler. Là, les extraterrestres sont là, ils nous visitent. Puis je prends pas position. Dans le livre, en fait, je prends pas vraiment position là-dessus. En fait, je n'éclipse pas la possibilité qu'on puisse être visité par des extraterrestres. Je dis que c'est une hypothèse parmi d'autres. C'est pas la plus vraisemblable, mais on ne peut pas l'éclipser. C'est toujours possible. Mais c'est sûr que si toi, tu fais partie de ceux là, qui sont convaincus, puis tu as fait de cette réalité presque une mission apostolique, là, tu veux convaincre les gens, puis tu brandis ton drapeau, bon, là, c'est sûr que ce livre-là va certainement te déplaire. Puis si tu fais partie de la catégorie qui se définit comme étant des ufologues, ça fera pas ton affaire non plus. Donc, je m'attends bien qu'à un moment donné, là, je reçois les fleurs, je m'attends bien à un moment donné de recevoir un pot, mais j'ai pas écrit ce livre-là pour plaire à ces gens-là. Je l'ai écrit pour essayer d'informer les gens qui se posent des questions. C'est des gens qui sont intéressés, ils se disent, OK, bon, on a des phénomènes ovnis. D'ailleurs, le livre le dit bien, je le dis dans l'introduction du livre, puis en 4e de couverture, on le dit aussi, l'auteur
est convaincu de l'existence des ovnis. C'est même pas une question d'être convaincu. Il y a des phénomènes aériens non identifiés. Point à la ligne. Que ce soit des engins extraterrestres, que ce soit des véhicules militaires secrets, que ce soit des phénomènes atmosphériques rarissimes, peu importe. Ces phénomènes, ils existent. Donc maintenant, la question, c'est pas tant de déterminer si les ovnis existent. Je pense que ça, c'est un acquis. Toutes les forces militaires à travers le monde reconnaissent qu'ils ont dans leurs archives des cas d'observation d'ovnis pour lesquels ils n'ont pas d'explication. Et tous les organismes civils, que ce soit des organismes amateurs ou que ce soit des organismes étatiques, qui ont enquêté sur les ovnis, reconnaissent qu'il y a un certain nombre qui varie entre 5 et 10% pour lesquels on n'a pas d'explication. Cela étant dit, donc on fait cette admission. Maintenant, la question est de savoir ce résidu d'observation d'ovnis, sont-ce des extraterrestres, sont-ce des phénomènes atmosphériques inconnus, sont-ce des prototypes militaires? Donc, on essaie un peu de décanter les différentes hypothèses et d'évaluer l'ensemble des preuves que les gens nous présentent. Donc, je pense que avec ce livre, ce que je souhaitais auprès des gens, c'est de resserrer le débat. C'est-à-dire que si vous lisez cet ouvrage-là et vous vous retrouvez à débattre de la question des ovnis, il y a des éléments sur lesquels on doit réfléchir. Par exemple, que vaut les témoignages, que vaut un témoignage obtenu sous hypnose, comment on peut évaluer des preuves, et ces preuves-là sont-ils présentées par réellement des scientifiques qui sont détachés du sujet, ou est-ce que le scientifique docteur machin, quand tu grattes un peu son lustre, tu t'aperçois qu'il est le directeur de recherche des phénomènes ovnis d'une organisation X ou Y, là tu te dis, je pense qu'on vient de perdre un peu d'impartialité. Là. Donc c'est un peu tous ces éléments-là, puis en même temps, je le dis bien dans le livre, j'ai eu une chance qui est quand même incroyable, celle de pouvoir me rendre un peu partout à travers le monde pour enquêter sur ces événements-là. Donc, je donne un peu une vision qui est derrière la caméra, si je puis dire, parce que généralement, ce qu'on nous rapporte, que ce soit à la télé, dans des documentaires ou dans des livres, parce que on a passé des journaux, les livres, là maintenant on a Internet, les médias sociaux et tout le reste, très souvent, on n'a pas la possibilité de vérifier cette information-là. Elle nous est communiquée, on doit l'accepter pour la façon dont elle est présentée. Or, moi, à travers les séries télé que j'ai faites, j'ai eu une opportunité que j'aurais pas pu payer ça de ma poche, là, mais parce que je travaillais pour des compagnies de télé, j'ai pu me rendre un peu partout dans le monde, rencontrer des témoins, rencontrer des policiers ou des gens qui étaient sur place, aller de l'autre, faire parler finalement les gens que vous voyez pas dans les documentaires. Quand vous regardez une émission sur les ovnis, là, on vous montre, on vous dit tel ovni est arrivé au-dessus du terrain de football. OK. Il y avait combien de personnes dans le stade? Il y en avait 75 000. OK. Dans le documentaire, pourquoi on voit tout le temps les 4 mêmes personnes? Ah, bonne question. Il y en avait 75 000. Pourquoi on voit tout le temps les 4 mêmes personnes? Ouais. On peut-tu aller poser la question aux autres? Et là, tu découvres que les autres qui étaient exactement dans le stade, eux, ont vu ça, mais ils disent, mais non, c'était un avion, c'était un ballon, c'était ci, c'était ça. Tu dis, je comprends, il y en a 4 qui ont un peu fantasmé, puis c'est heureux qu'on fait entendre. T'sais. Puis là, je donne un exemple qui est un peu presque caricatural, mais c'est très souvent ça qui se passe. Quand je suis allé rencontrer, par exemple, des témoins ou des gens en dehors du milieu des ovnis, des policiers, des pompiers, des gens qui étaient intervenus sur des scènes, que ce soit des ovnis ou des phénomènes paranormaux, souvent leur discours était beaucoup plus modéré que qu'est-ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, c'est un peu ce point que j'ai voulu faire et amener les gens un peu à réfléchir là-dessus. Puis je n'ai pas... à la fin, je le dis bien, la situation s'est un peu dégradée avec l'avènement des télés spécialisées, avec l'avènement des médias sociaux. Là, les gens, tout le monde donne leur opinion, puis on n'arrive plus à se démêler là-dedans. Les médias, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un ufologue québécois qui a écrit un livre qui s'intitule « Les médias cachent la réalité ovni au public ». Écoute, Yannick, ça fait quand même quelques années que tu es dans les médias. Moi, ça fait une trentaine d'années, là. Les médias en ont rien à cirer de la réalité ovni, là. Je ne cache pas ça au public. Ils en ont simplement rien à cirer. Les médias utilisent les ovnis pour se faire de l'auditoire. C'est tout. Les gens qui écoutent Radio X, il n'y a pas une uniformité dans le traitement de l'information. Donc, la façon dont Radio X va traiter, comme nous on le fait par exemple les ovnis, ça ne sera pas traité de la même façon, par exemple, à Radio-Canada. Ça ne sera pas traité pareil dans le Journal de Montréal ou le Devoir. Tu comprends-tu? C'est pas une question de les médias cachent la réalité. Non, les médias traitent les ovnis en fonction de leur lectorat pour plaire à leur public. Point à la ligne.
Donc, il faut quand même mettre un peu les choses en perspective. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Puis, bien sûr, les médias, quand on fait des documentaires, que ce soit Historia, que ce soit Canal D ou autre, ben écoute, ces gens-là, ils ont des chaînes de télévision à faire fonctionner. Pour pouvoir faire des documentaires, ben, ça demande des sous. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, j'étais à l'émission de Deux filles le matin, qui a été diffusée cette semaine. Je crois que c'était mercredi matin, là, je me resitue dans mon agenda. Et je dis à un moment donné dans l'émission, j'ai dit, écoutez, moi, au cours des dernières années, là, j'ai vu nombre de diffuseurs québécois me dire non à mes projets en me disant on n'attire pas du monde avec des emboutteillages visuels ou des hypothèses socio-psychologiques. Tu comprends? Puis ils ont un peu raison. Je comprends cette situation-là. C'est triste parce que je trouve que les gens, à un moment donné, il faut essayer de voir les choses en face. Il y a des réalités scientifiques qu'on ne peut pas continuellement passer sous le tapis parce que ça plaît moins. Ce sont quand même des réalités, il faut y faire face. T'sais. Mais je peux comprendre que les médias sont là pour divertir les gens. Puis comme je l'ai dit à Marie-Claude Barrette dans l'émission, je dis on aime bien croire de temps en temps. On aime se laisser entraîner et croire l'instant d'un moment qu'il peut y avoir une licorne au pied de l'arc-en-ciel. T'sais. Mais tu peux pas vivre dans cet univers-là de licorne 24 heures sur 24, tu comprends? Et c'est ça qui est un peu malheureux, c'est que là, on a l'impression que ce n'est que de ça. T'sais. Donc, cet ouvrage-là, ben, c'est ça. L'idée, c'était un peu de remettre un peu les pendules à l'heure, si je peux dire. Puis, c'est sûr que j'ai pas... faut pas se le cacher, là, l'auteur du livre, c'est Christian Page. Puis ce livre-là, c'est les opinions de Christian Page. Je veux dire, je respecte que les gens vont lire ça, puis ils vont dire, moi, je pense pas comme lui, puis c'est parfait comme ça aussi, là, je veux dire. Mais je mets dans cet ouvrage-là mes connaissances, mon expérience, mon feeling, ce que j'ai vécu, ce que je sais. Puis en même temps, ben, on en a déjà parlé à l'émission il y a quelques semaines, je fais ce gros aveu, hein, parce que ça m'a pris quand même 20 ans à écrire ce livre-là. Parce qu'il y a 20 ans, quand j'ai quitté les milieux associatifs des ovnis en particulier, j'étais excessivement déçu de la communauté. Je t'ai vu là, mon ami, là, des manipulations d'informations, des entourloupettes, des escroqueries, j'ai vu à peu près de tout. Et quand j'ai quitté ce milieu-là, ben, j'ai fermé ma gueule parce que c'est des amis, ce sont des gens qu'on connaît, on veut protéger ces amitiés, on veut protéger ces liens-là, puis on se dit, bon, ben, écoute, on ferme notre boîte. Puis j'ai à un moment donné trop longtemps enduré cette déformation de la réalité. Puis je ne disais rien. Puis éventuellement, ben, peu à peu, j'ai réfléchi à ça. Puis il y a des collègues qui me disaient, ben, écoute, tu devrais le dire, tu devrais mentionner. Donc, après 20 ans, ben, j'ai dit, OK, maintenant, je pense que la plupart des gens qui étaient là sont plus là ou n'ont plus le même panache qu'ils avaient à l'époque. Puis il y a des choses, je pense, qui peuvent être dites. Dans bien des cas, je cite des incidents sans citer nécessairement des noms parce que je veux pas que le livre soit une vendetta. Là, mais ça permet un peu quand même aux gens de voir comment on est prêt à mentir au public dans l'espoir de remplir une salle puis de vendre des tickets. C'est un peu ça. La semaine dernière, il y a une question qui t'a été posée par texto, puis on n'avait pas eu le temps d'y répondre, mais est-ce que le phénomène des enquêteurs ovnis tend à disparaître avec le temps? Oui. Je te dirais même qu'à un moment donné, là, ça a comme vacillé. Là. Grosso modo, là, je dirais dans la décennie des années 70, jusqu'au milieu des années 2000, là, on a vu le nombre d'organisations civiles qui s'intéressaient aux ovnis. Mais quand je dis civiles, je veux dire amateurs, là, des gens qui se réunissent parce qu'ils ont une passion des ovnis, se réunissent et forment des associations. Donc, on a vu le nombre de ces organisations-là diminuer de manière considérable. Il y a même des organisations qui étaient là depuis de très nombreuses années. Je me rappelle à la fin des années 90, le BUFORA, le British UFO Research Association, écoute, qui était là depuis les années 60, ont tiré littéralement la plug sur l'organisation en disant bah, il n'y a plus d'observations d'OVNI intéressantes à enquêter. Et celles qui semblaient être des bonnes observations il y a quelques années, ben, quand on les revisite à nouveau, on constate qu'effectivement, c'était pas aussi bon qu'on disait. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui restent intéressantes. T'sais, moi, là, si tu me parles d'observations d'OVNI, puis je me mets à la place des Britanniques, ben, c'est sûr qu'il y a eu un incident qui s'est produit en décembre 1980 dans la forêt de Rendlesham, qui est sur la côte est
est de l'Angleterre. Il y a pendant 2 soirées consécutives, on a observé des ovnis. Il y a eu toutes sortes d'incidents autour de ces apparitions-là. Je ne sais pas si c'était des extraterrestres, mais ça demeure un cas excessivement intéressant, les apparitions observées au-dessus de la forêt de Rendlesham. Mais tu ne maintiens pas une organisation en place parce qu'il y a une observation dans ton catalogue qui semble défier les explications. Tu vas tourner les pouces longtemps. Là. Donc, on a vu ces organisations-là disparaître. Et puis, je te dirais, au milieu des années 2000, il y a eu un peu un regain, à tout le moins un regain suffisant pour maintenir en place les organisations qui étaient déjà présentes. Parce que, avec l'avènement des médias sociaux, il y a eu on véhicule plus d'informations sur les ovnis. Mais c'est vrai que cet intérêt-là pour les ovnis, il est énormément en fonction de la couverture médiatique. Et c'est n'eût été des médias spécialisés, des réseaux de télévision spécialisés qui consacrent une bonne partie de son temps d'antenne. Certains médias consacrent du temps d'antenne à des phénomènes mystérieux et étranges, là, que ce soit creuser sur l'île Oak ou découvrir le secret du Skinwalker Ranch, des trucs un peu comme ça. Mais n'eût été de ces télévisions spécialisées pour entretenir ce public qui est friand de mystères et de choses fantastiques. Je pense effectivement qu'on aurait continué à avoir une espèce d'exode de ces amateurs d'ovnis ou de phénomènes paranormaux et mystérieux. Parfait. Ce soir, en ce vendredi 30 octobre 2020, on parle de l'étrange possession de Maurice Thériault. Oui, j'ai dit on va essayer de se faire peur un petit peu, hein? Fait qu'on va prendre une histoire de peur. Alors j'ai préparé une petite capsule où je vais vous raconter l'histoire de la possession de Maurice Thériault. Ça s'est passé au milieu des années 80, c'était sur la côte est américaine, ça s'est passé dans le Maine, à la fois dans le Maine et dans le Connecticut. Et Maurice Thériault, vous l'avez deviné, avec un nom aussi québécois, effectivement, il était natif de Sainte-Agathe, au Québec. Il est allé, sa famille s'est installée du côté du Maine, et puis il essayait d'exploiter une ferme maraîchère, et puis il y a des phénomènes mystérieux qui se sont produits. Et tout ça a donné naissance, d'ailleurs, parce qu'on va parler aussi, comme on le fait à peu près chaque année, donc je ne veux pas que les gens commencent à nous écrire en disant « Hey, vous l'avez déjà parlé de ça ». Chaque année, on fait un peu toujours la même chose. On parle des films, des trucs qui nous ont impressionnés ou des choses qui nous font peur. C'est l'Halloween, donc on se fait plaisir. Et dans le cas de Maurice Thériault, lui aussi, cette histoire-là a été portée à l'écran dans un film pour la télévision en 1995 qui s'appelait Legacy of Evil. En français, c'était L'héritage du mal. C'était aussi commercialisé sous le titre de La possession de Michael Day. Et ça mettait en vedette Stephen Lang. Donc, cette histoire-là est inspirée de la possession de Maurice Thériault. Puis ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Puis on va essayer de le faire comme on a fait depuis quelques semaines, essayer de regarder quels sont les éléments pour cette histoire-là, quels sont les éléments contre, et on va essayer de départager là-dessus. Parfait. On passe maintenant aux actualités de la semaine. On parle de possession diabolique et, dans le même sujet, de COVID-19. Comment faire le lien entre les deux? Crois-le ou non, en fait, l'idée est apparue d'abord aux Philippines. Il y a des prêtres aux Philippines, des prêtres catholiques, qui ont dit, voilà, le fait que les gens sont confinés chez eux, ce confinement fait que les gens sont plus isolés et deviennent ils ne peuvent plus aller à l'église parce que les églises sont fermées. Donc, ces fidèles sont livrés à eux-mêmes, et le fait qu'ils sont livrés à eux-mêmes, bien sûr, ça les rend plus vulnérables à la présence du diable. Donc, on a décidé comme ça d'essayer de faire une équipe volante de prêtres qui vont pouvoir se déplacer et aller voir les gens pour essayer de les soulager ou les libérer de leur stress psychologique, sinon malveillant, parce qu'ils seraient tourmentés par le diable. Et il faut savoir que cette histoire-là n'est pas simplement limitée qu'aux Philippines. C'est-à-dire que l'information au départ, tout ça commence avec les Philippines, mais très rapidement, des prêtres catholiques ailleurs, autant en Europe que dans le sud-est asiatique et autres, ont commencé à dire « Ah, oui, c'est vrai aussi pour nous ». Et même l'Église reconnaît qu'il y a une augmentation depuis le début du COVID. Il y a une augmentation de demandes auprès des différents diocèses à travers le monde où des gens disent être tourmentés par le diable. Et là, ils ont besoin d'une espèce de secours spirituel. En même temps, on peut comprendre l'aspect psychologique de ça, c'est-à-dire que des gens se retrouvent, on vit tous, je pense que même ici au Québec, sans parler du diable, on est tous un peu confinés chez soi. Puis on le voit, les derniers chiffres, les dernières études montrent bien que les gens vivent de plus en plus des détresses psychologiques.
parce que à cause de toutes les contraintes que cela nous amène. Donc, c'est bien sûr que si tu vis ces contraintes psychologiques et si tu as une tendance, par exemple, à être un dévot, ben là, très rapidement, si tu te mets à avoir des pensées noires, tu auras tendance peut-être à les attribuer au diable. Et là, bien sûr, tu vas commencer à dire que tu es tourmenté par le diable. Mais c'est amusant de voir comment, c'est vrai, à travers le monde, les gens qui sont confinés vivent des détresses psychologiques, mais on a tendance un peu à oublier que bien souvent, ces gens-là ils ont des obédiences religieuses différentes, et ces obédiences religieuses les amènent à jeter un regard différent sur leurs troubles psychologiques. Et là, bien sûr, ça amène toutes sortes de spéculations de ce genre-là. Je trouvais ça intéressant, cette vision-là de récupération du COVID à la sauce diabolique en cette veille de l'Halloween. Mais c'est pas eux autres aussi qui font comme la traversée du Christ, là, puis ils se fouettent. Oui, ce sont des gens, tu as tout à fait raison. Aux Philippines, le mouvement catholique romain, là, il est excessif, il est omniprésent et il est très fort. Les fidèles sont très, très, très dévoués. Et quand arrive justement la Pâque, on refait un peu le chemin de croix et il y a des fidèles qui, pour expier d'une certaine façon leurs péchés, acceptent de se livrer un peu à une représentation de la crucifixion. Donc, on les place sur des croix. Ils sont littéralement cloués sur les poteaux. Et puis, ils sont soulevés et on les laisse comme ça à la vue des gens pendant quelques heures. Donc, ça peut paraître très extrême, mais encore une fois, c'est une façon un peu d'exprimer sa foi dans ces régions-là. Je me souviens pas de la dernière fois que je me suis fouetté au sang. Non, c'est ça, c'est comme très particulier. Je me rappelle quand on est allé tourner, les régions du monde sont souvent très, très différentes. Et je me rappelle, à un moment donné, on était au Mexique. C'était dans le cadre de la recherche des reliques saintes. Il y avait une histoire, à un moment donné, je ferai peut-être un spécial là-dessus sur les reliques saintes là, à l'émission. Mais il y avait une histoire on appelle une tilma. C'est une espèce imagine-toi un peu comme une espèce de poncho à 2 panneaux que les Mexicains portaient, là, en fait qu'on porte encore d'ailleurs, dans des régions très rurales, là, les régions pauvres, c'est un vêtement qui est fait avec de la fibre végétale puis qui se dégrade assez rapidement. Donc c'est un peu une espèce de tissage avec de la fibre un peu simpliste. Et il y a une histoire qui est très populaire au Mexique qui dit que on est quelque part, de mémoire, je pense qu'on est au 17e siècle. Et là, voilà qu'il y a une espèce de paysan. On est en pleine période où on va comme transformer. Les Espagnols viennent de débarquer au Mexique et c'est le moment de l'évangélisation des Autochtones locaux, principalement les Aztèques ou les descendants des Aztèques. Alors là, évidemment, il y a comme un gros mouvement religieux qui s'implante sur place. Et puis là, il y a une légende, en fait, qu'on raconte qu'il y aurait un certain Juan Diego qui, en s'en allant au village, aurait vu la Vierge lui apparaître. Et puis là, il y a toutes des démarches, il fait des démarches auprès de l'évêque, puis tout ça. Et puis éventuellement, la Vierge va faire apparaître son image, parce que notre Juan Diego dit à la Vierge Marie, il dit, ouais, mais si moi je m'en vais voir l'évêque, je suis un pauvre paysan, illettré, il va me chasser à grands coups de pied dans l'arrière-train, tu sais. Fait que là, la Vierge lui dit, écoute, tu vas monter sur la montagne, tu vas trouver des roses, puis prends ces roses, puis amène-les à l'évêque. Juan Diego trouve ça un peu invraisemblable. De mémoire, je crois qu'on est au mois de décembre, il n'y a pas de roses, et surtout pas des roses de Castille qui poussent sur la montagne. Juan Diego se rend sur place, et là, effectivement, il y a un parterre de roses. Donc, il ramasse les roses, met ça dans son poncho, qu'il le replie un peu pour faire comme une espèce de poche sur lui. Avec là, c'est rempli de roses, et se rend finalement chez l'évêque. Et là, il demande d'être reçu, on le reçoit, ce qui est quand même surprenant, parce que c'est un paysan illettré, donc que l'évêque accepte de le recevoir en soi déjà extraordinaire ou presque miraculeux. Bref, il rentre dans la grande salle, l'évêque est devant lui, il y a des conseillers autour de lui, et là, Juan Diego, selon la légende, déploie son tablier, et les roses de Castille tombent sur le plancher devant l'évêque, qui là est émerveillé de voir ça, mais c'est pas les roses qui l'émerveillent, c'est de voir que sur la tilma de Juan Diego, sur le tissu,
il est apparu une image miraculeuse où on voit la Vierge Marie avec drapée d'un manteau avec les mains jointes sur le devant. Tout ça pour te dire que cette tilma, ce manteau de Juan Diego, il existe encore. Il est dans la grande cathédrale de Guadalupe qui se trouve au centre de Mexico. Et puis donc on s'en va là, on tourne ça. Puis écoute, la façon c'est organisé, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont déjà fait le voyage, puis ont déjà vu la tilma, écoute, il y a tellement de fidèles. Puis écoute, c'est vraiment des fidèles, mais dévoués là, d'une piété là, extraordinaire. Hein. Il y a comme pour éviter que les gens s'accumulent devant la tilma et restent là pendant des heures, comme on pourrait le faire, par exemple, à l'Oratoire Saint-Joseph, devant le chœur du frère André ou des trucs comme ça. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait littéralement un tapis roulant. Donc, tu entres d'un côté de l'église sur le tapis roulant et puis tu gardes ta place. Le tapis va passer éventuellement devant la tilma, qui est quand même placée haut. Là. Quand tu arrives devant, là, nous, on a eu la chance avec une caméra de pouvoir monter. On nous avait placé une espèce d'escabeau qu'on pouvait monter dessus pour filmer. Mais quand toi, tu arrives, là, les voyageurs arrivent là, puis ils voient la tilma, elle doit être facilement je sais pas, moi, 4, 5, 6 mètres au-dessus du sol. Là. Fait que là, on parle 20, 25 pieds. Là. Donc, tu la vois, puis c'est pas gros, hein. C'est à peu près un cadre placé comme dans un cadre qui fait peut-être 1,50 m sur 1,50 m. Tu vois pas grand-chose. Mais les gens, là, ils sont là du matin au soir. Ils attendent cette minute où ils vont voir la tilma. Certains se déplacent sur le grand parvis de la cathédrale. Ils marchent, ils se déplacent à genoux. C'est toujours un peu, comment je pourrais dire, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la piété de ces gens-là. Et puis bon, sans prendre position, est-ce qu'ils ont raison de croire ou pas croire, mais tu vois ces gens-là, et notamment dans les pays d'Amérique centrale, les pays de l'Amérique latine, les croyances religieuses, et en particulier la foi chrétienne, elle est excessivement présente. Hein. Si ici au Québec, les fidèles désertent les églises, crois-moi, en Amérique latine, c'est pas le cas. Hein. Les églises, lorsqu'il y a des cérémonies, lors des messes, les églises sont bondées. Mais donc, tout ça pour te dire que c'est vrai que quand on regarde ça, nous, d'ici du Québec, on regarde un peu cette foi religieuse qui s'exprime, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Amérique latine. On est toujours un peu surpris de voir la dévotion des fidèles, mais bon, c'est une vision, c'est notre vision très occidentale. Toujours dans les actualités de la semaine, on parle de l'eau sur la Lune. Oui, ça a été une grosse nouvelle. C'est la NASA qui a fait cette annonce-là en début de semaine. C'était lundi. Ils ont fait les responsables ont fait cette annonce-là lundi en même temps que paraissait un article dans le magazine Nature Astronomy. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il y aurait de l'eau sur la Lune. Et de la façon dont on a fait ça, écoute, on a utilisé deux sources différentes. On a utilisé d'abord une sonde qui est en orbite autour de la Lune, qui s'appelle le Lunar Reconnaissance Orbiter, qui d'ailleurs a refotographié toute la surface de la Lune, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir d'excellentes photos des sites d'atterrissage des missions Apollo. On a déjà parlé à l'émission, mais si vous allez sur le site du Lunar Reconnaissance Orbiter et vous tapez par exemple Apollo 17 Landing Site, le site d'atterrissage, vous allez voir des photos où on voit le LEM posé sur la Lune, on voit la petite Jeep à côté, voyez, on voit même les traces laissées par la Jeep pendant qu'elle se promenait sur la Lune. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Donc on a utilisé des photos du Lunar Reconnaissance Orbiter et ensuite d'un télescope qui, lui, ne se trouve ni sur Terre ni dans l'espace. Il est monté dans la queue d'un Boeing 747. Donc, ce télescope, qui s'appelle le télescope SOFIA, il prend des images infrarouges de différentes cibles astronomiques, et là, dans le cas présent, c'était la Lune. Et en regardant la façon dont la lumière se déplace sur certains cratères, lorsque le Soleil frappe la Lune, puis qu'on peut l'observer, en regardant les ombres et en regardant la façon dont la lumière se réfléchit, les scientifiques arrivent à la conclusion que le fond des cratères, et en particulier au pôle sud, se trouve rempli d'eau gelée. Donc, il y a littéralement des patinoires dans le fond des cratères lunaires. En fait, il y en a tellement, entendons-nous, c'est peu si on regarde l'ensemble de la Lune, mais on parle quand même de 40 000 kilomètres carrés d'eau, dont 60% se trouvent
dans les cratères du sud du pôle sud. Quand même. Et les scientifiques croient que cette eau-là elle n'est pas née de la Lune, mais elle serait des résidus liés à des impacts de météorites. Donc, les météorites transporteraient des molécules d'eau, et lorsqu'elles ont percuté la Lune, elles ont laissé ces particules d'eau sur la Lune. Et comme la température est très, très basse, évidemment, ça va glacer, c'est demeuré là depuis tout ce temps-là. Donc, on a il faut quand même dire aussi, Yannick, qu'en 2008, c'est une nouvelle qui avait déjà été pressentie parce qu'en 2008, des scientifiques qui avaient analysé des roches qui avaient été ramenées par les missions Apollo, fin des années 60, début des années 70, on avait trouvé dans ces échantillons des molécules d'eau. Donc, on s'est dit, si on a des molécules d'eau dans le sol lunaire, il est possible que dans certaines régions, il y en ait plus qu'ailleurs. Et là, les gens vont se dire, ouais, mais ça change quoi qu'il y ait de l'eau sur la Lune ou non? On n'ira pas chercher de l'eau ENIA, là, des petites bouteilles, on ne commencera pas à commercialiser de l'eau lunaire. Là. Effectivement. Mais en revanche, on sait que la NASA annonce le retour des hommes sur la Lune pour 2024. En fait, je dis les hommes, mais le plan de la NASA, c'est d'envoyer une femme. Le premier humain qui devrait débarquer à nouveau sur la Lune, selon les plans de la NASA, devrait être une femme qui a été mise un peu de côté durant les missions Apollo des années 60. Donc, lorsque les humains vont retourner sur la Lune, la NASA compte le faire à partir de 2024. L'idée, c'est d'installer éventuellement des stations lunaires permanentes. Et une des grandes problématiques, c'est le transport justement de l'eau. On se dit, bon, là, écoute, on envoie une fusée, on a déjà une charge utile, soit l'équipage, mais également tout l'équipement technique qu'ils doivent apporter avec eux. Mais là, si en plus, on doit envoyer des tonnes et des tonnes d'eau sur la Lune, tu comprends, plus tu mets de la charge utile, plus tu augmentes ta charge de carburant, parce qu'il va falloir du carburant pour aller pousser cette marchandise. Puis bon, c'est un espèce de cercle vicieux. Alors, si on a de l'eau sur la Lune, tu comprends qu'on pourrait installer des systèmes qui pourraient aller récupérer cette eau dans les cratères et la transformer en eau liquide qui permettrait d'alimenter les stations lunaires. Donc, ce serait une économie de charge pour la NASA et ça permettrait un développement plus soutenu pour éventuellement développer une plateforme pour envoyer ultimement des hommes vers la planète Mars. Ça serait bien de l'étudier aussi. D'étudier quoi? Cette eau? Oui. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie? Oui, c'est ça, il peut y avoir de la vie, mais je ne suis pas convaincu qu'elle pourrait vivre comme ça dans un environnement aussi... parce que l'eau est quand même glacée. Il y a peut-être de la vie, mais s'il y a de la vie, c'est probablement de la vie des bactéries qui sont demeurées en état, en vie suspendue, si je puis dire, dans la glace. Donc, si on récupère cette eau-là, éventuellement, puis on la fait fondre, bien sûr, il pourrait y avoir à l'intérieur, on pourrait retrouver à l'intérieur des micro-organismes qui auraient pu être transportés par les fameuses météorites qui ont laissé ces résidus d'eau et de glace sur la Lune. Maintenant, on parle de presse scientifique et de canulaire. Ouais, ça, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Puis elle est très importante. Quand on l'évalue comme il faut, là, tu dis, hey, ça, c'est quand même un peu une épine dans le pied, là. Quand on regarde un peu le discours de la presse scientifique, moi, par exemple, quand je fais des nouvelles ici avec toi, bien souvent, j'évoque des articles qui ont été publiés dans la presse scientifique, parce que c'est un peu garant pour nous. Tu sais, tu dis, bon, si ça a été publié, parce qu'il y a comme un mécanisme. Hein, lorsqu'un article est publié dans la presse scientifique, contrairement aux journaux, magazines généraux, il y a ce qu'on appelle un peer review, donc un comité de lecture qui est à partir du moment où tu soumets ton article. Puis c'est sûr que dans le domaine scientifique, c'est très important de publier. Hein. Il y a une expression en anglais qui dit « publish or perish ». Hein. Si tu veux faire carrière dans le domaine scientifique, il faut que tu publies des trucs. Parce que si tu publies rien, tu deviens un peu, tu tombes aux oubliettes, puis tu n'arriveras pas à faire carrière dans cet univers-là. Donc, il y a ce comité de lecture, tu fais de la recherche, tu écris un article, tu le soumets à la presse scientifique. Ce comité de lecture va lire l'article. Il y a des gens qui vont intervenir. Si, par exemple, tu écris un article dans le domaine de la médecine, bien sûr, tu comprends, tu vas publier dans un magazine de médecine. Et là, on a un comité de lecture qui est composé de médecins, de spécialistes dans ces différents domaines-là. Puis on va évaluer la pertinence de l'article, l'acuité de l'information qui est véhiculée, on va vérifier les références. Et à partir du moment où tout ça est vérifié et que ça se tient, là, on va publier l'article en question.
Et donc, tu as une espèce de... Tu dis, bon, si l'article est publié dans le journal, le magazine en question, il a passé à travers tout le tamis et il a été vu, lu par des experts, alors on peut supposer que l'information est relativement exacte. Alors, ce qui nous amène à l'an dernier, dans un petit journal scientifique, c'est quand même pas Nature, là, mais c'est un petit journal scientifique qui s'appelle le Macedonian Journal of Medical Science. Ça se passe en République de Macédoine. La Macédoine, c'est une république qui est au nord de la Grèce. Donc, ce petit périodique scientifique publie un article qui est signé par 13 chercheurs. Et l'article est assez curieux parce qu'on nous dit là-dedans qu'il y aurait au centre de la Terre un trou noir et que ce trou noir-là aurait une action rétroactive sur les molécules d'ADN, dites molécules sombres, parce qu'il faut savoir que dans nos chaînes ADN, il y a des résidus d'ADN qu'on ne sait pas à quoi ils servent, et que les experts croient que c'est peut-être des résidus d'ADN qui proviendraient de séquences de l'évolution, donc des appendices ou des fonctions qu'on avait dans le passé qui n'existent plus, mais qu'on a quand même gardé des espèces de résidus d'ADN. Donc cet article-là est publié, comme je te mentionne, il est signé par 13 scientifiques. Et au moment où l'article est publié, l'article passe un peu inaperçu. Et quand même, il faut le dire, là, le journal le Journal of Medical Science macédonienne, c'est un journal qui a quand même publié des articles de fond sur le diabète, la dépression, l'immunologie. Donc, il œuvre dans le domaine médical. Et puis, l'article passe inaperçu. Et là, voilà qu'il y a quelques semaines, un groupe de chercheurs de l'Université de la Caroline du Nord tombe sur l'article en question qui était diffusé sur Twitter. Et là, il constate effectivement que c'est un charabia de n'importe quoi. En fait, c'est vraiment du n'importe quoi. Et là, évidemment, on est un peu surpris de se dire, mais qu'est-ce que c'est ça, ce truc-là? Et eux commencent à se poser des questions. Et là, en vérifiant, on constate dans un premier temps, on contacte d'abord le journal qui rapidement retire l'article. À partir du moment où l'article est contesté par la communauté scientifique, le Macedonian Journal of Medical Science ont décidé de retirer l'article. On s'adresse également aux chercheurs, aux co-signataires de l'article qui, eux, décident de ne pas commenter l'article. Ils l'ont publié pour eux, merci, bonsoir, c'est terminé. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à vérifier les auteurs de l'article en question pour découvrir que certains d'entre eux appartiennent à des milieux un peu marginaux, c'est-à-dire que ce sont des scientifiques, mais qui sont très contestés dans leur domaine de recherche. D'autres sont carrément associés à des théories du complot. Et là, on commence à se demander, à se poser la question, mais comment cet article-là a-t-il pu se retrouver dans un périodique scientifique? Et là, écoute, c'est la grande question. Est-ce que ces gens-là ont réussi à passer à travers le tamis et faire publier un article de cette manière-là? D'autres s'interrogent à savoir, est-ce que c'est une espèce de canular qu'on a voulu faire dans le but de démontrer que finalement la presse scientifique a également des lacunes? Puis ce ne serait pas la première fois. En 2014, il y a un journaliste lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement pris différents articles dans la presse scientifique, il les a ramassés, souvent des articles qui n'avaient aucun lien entre eux, là. Donc, il a ramassé des paragraphes à gauche et à droite dans différents articles scientifiques, il les a mis ensemble, il a rassemblé ça, si je puis dire, avec un jargon plus ou moins scientifique et cohérent, et il l'a proposé à une trentaine de journaux scientifiques. Et crois-le ou non, Yannick, 18 ont accepté son article. Ils ont accepté son article moyennant, entre guillemets, des frais de publication qui variaient de 1 000 à 5 000 $. Fait que là, tu te poses sérieusement... Puis on comprend aussi que ces magazines-là doivent vivre, puis... mais à un moment donné, tu te dis, est-ce que là, à un moment donné, on est en train de publier n'importe quoi? Tu sais, moi, là, est-ce que je vais écrire un article complètement fantaisiste sur quelque chose, puis je vais donner 2000 $ à un magazine scientifique qui va le publier? On est en train de contaminer tout cet univers-là, alors que jusqu'à maintenant, on tenait à la rigueur de ces publications. Donc, c'est sûr que cet exercice-là qui a été fait, la publication de cet article-là qui est dénoncé maintenant, ça nous amène très sérieusement à se poser des questions sur est-ce que la qualité de la presse scientifique est en train aussi d'en prendre pour son rhume. Puis je te rappellerai que des magazines, si on reste dans le domaine du magazine médical, il faut quand même se rappeler que c'est pas la première fois que des magazines qui ont une certaine réputation
se voient obligés de retirer des articles parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Hein. Je te rappelle, il y a quelques mois à peine, que le journal britannique The Lancet, qui est considéré comme l'un des plus grands magazines médicaux au monde, a retiré un article qu'il avait publié à propos d'une étude qui avait été faite sur le traitement avec l'hydroxychloroquine, l'hydroxychloroquine. Et après publication de l'article, des gens se sont mis à contester l'échantillonnage et à contester le fait que l'un des auteurs de l'article était lié à un des hôpitaux où il y avait eu de l'échantillonnage. Bref, il y avait une espèce de collusion qui était un peu malsaine. Et le Lancet a décidé de retirer cet article-là, et ça, c'était il y a quelques mois à peine. Et le même Lancet, c'est lui également qui avait publié, là, on est en 1998, le fameux article dans lequel les auteurs accusaient le vaccin dit le RRO, le rougeole, rubéole et oreillon, de provoquer l'autisme. Et le chef d'équipe de ces scientifiques-là était un certain Dr. Wakefield. Et lorsque les recherches ont été menées par d'autres organisations, bien évidemment, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun lien qui pouvait être démontré entre le vaccin et l'autisme. Même au contraire, on a démontré que les travaux du groupe de chercheurs avaient été manipulés par Andrew Wakefield, qui lui-même a d'ailleurs perdu l'article a été bien sûr retiré, et Andrew Wakefield a perdu son droit de pratique. Et ça a tellement fait mal, ça. Parce que ça fait mal, on en parle encore aujourd'hui. Parce que c'est toujours l'article qui, lorsqu'on voit les théoriciens du complot entretenir un discours contre la vaccination, c'est toujours l'article de Wakefield qui cite. Ah oui, il y a un article paru dans le Lancet qui montre qu'il y a un lien entre les vaccins et l'autisme. Alors que cet article-là a été non seulement été retiré par le Lancet, mais il a été clairement démontré qu'il était faux. Il y avait eu collusion, il y avait eu des pots de vin qui avaient été donnés et Wakefield s'était laissé acheter. D'où la raison pourquoi il a perdu son droit de pratique. Donc, et au moment où cet article-là est sorti, tu comprends, des gens ont ça paraissait dans le Lancet. Et donc, si tu lis ça dans le Lancet, tu te dis, je fais l'exemple, quand moi j'étais jeune, puis on voyait des trucs à la télé qui étaient présentés au réseau Discovery, on se disait, c'est montré à Discovery, c'est sûr que c'est vrai. Et aujourd'hui, Discovery montre à peu près n'importe quoi. Là, un faux documentaire sur le mégalodon, un faux documentaire sur le Yeti, un faux documentaire sur des sirènes. On voit à peu près n'importe quoi à la Discovery. C'est un peu la même chose. Dans le domaine médical, on se dit, si ça a été publié par le Lancet, ça doit être sérieux. Donc, non seulement le Lancet a dû retirer l'article, mais on comprend qu'au moment où l'article sort, il y a un effet boule de neige. Et là, des gens apprennent qu'il y a un article qui est publié dans le très prestigieux Lancet qui dit si vous vaccinez vos enfants, vous les exposez éventuellement à des risques de développer l'autisme. Donc, on comprend alors que l'Organisation mondiale de la santé avait lancé des grandes campagnes de vaccination qui donnaient des résultats. On avait vu ces maladies, là, la rougeole, la rubéole, les oreillons, partout dans le monde. On voyait ces maladies-là diminuer énormément. Et même dans certains cas, dans le cas de la rougeole, par exemple, la maladie avait pratiquement été éradiquée. Et là, à partir du moment où l'article apparaît dans le Lancet, les gens, puis on le comprend, là, les parents disent « Oh, attends une minute, moi, mes enfants, moi, ça les fait vacciner. » On se pose ces questions-là, on est incertain. Et là, on a vu une diminution des grandes campagnes de vaccination, en tout cas de l'efficacité des campagnes de vaccination. Et là, bien sûr, ces maladies-là ont repris un peu du poil de la bête et on a découvert on enregistre encore aujourd'hui des éclosions, par exemple, de rougeole, rubéole ou des oreillons un peu partout dans le monde. Et ça, c'est encore une fois la conséquence de l'article publié par Wakefield dans The Lancet. Donc, c'est malheureux parce que c'était un peu notre dernier rempart contre la bêtise, ces publications, disons, scientifiques. Et là, on commence à se dire qu'il y a peut-être péril en la demeure. Je me souviens, quand il y avait eu la H1N1, là, j'avais été sur le site de l'INSPQ parce qu'on parlait beaucoup de ça, vaccins, oui. autisme et tout ça. Puis sur le site de l'INSPQ, on le mentionne, là, c'est 1,96 sur 100 000 personnes qui peuvent avoir le syndrome de Guillain-Barré. Mm-hmm. Mais on ne parle pas d'autisme. Là. Il n'y a absolument rien le vaccin à l'autisme. Puis, tu sais, moi, ce que je dis, là, je fais pas campagne, je suis pas pour ou contre les vaccins. C'est pas ça que je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ça a quand même permis d'éradiquer des maladies. Bien sûr. Oh, bien sûr. On ne peut pas nier l'efficacité, non seulement l'efficacité, mais le bienfait des vaccins, des grandes campagnes de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé à travers le monde. Ça, c'est certain. On peut pas nier ça. Mais dans le choix individuel,
évidemment, on ne peut qu'encourager les gens à le faire, parce que c'est toujours un peu amusant, parce que moi, il y a des gens qui me disent, qui sont un peu complotistes, qui me disent, ouais, mais moi, j'ai jamais fait vacciner mes enfants, puis ils n'ont jamais pogné les oreillons. Mais ça, c'est faux, là. Il faut faire vacciner nos enfants, sinon, maintenant, on peut plus les envoyer à l'école. Ah, là, je sais pas. Ça, Yannick, tu rentres dans de la poutine que je connais pas. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça. Puis moi, je lui répondais, je disais, ouais, sais-tu pourquoi tes enfants n'ont pas pogné les oreillons? Parce que les parents des autres enfants fait vacciner les leurs. Exact. Tu sais, c'est ça que faut bien comprendre. Donc, on ne peut qu'encourager les gens à faire ça. Mais bien sûr, quand il y a des... Puis je peux comprendre que lorsque les parents entendent des trucs comme ceux-là, on soit inquiet, c'est nos enfants, donc on veut le mieux pour nos enfants. Mais il faut quand même regarder quelle est l'opinion des scientifiques. Il faut essayer de faire une évaluation objective et pas s'en remettre essentiellement à un article paru à gauche ou à droite ou à des campagnes qui sont lancées sur les médias sociaux par des gens qui, bien souvent, ne comprennent même pas la valeur de l'information qui est véhiculée. T'sais. Donc, mais restons vigilants. T'sais. Tu te rappelles, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Yannick, je t'ai dit, l'une des choses qu'on doit faire, c'est toujours essayer de rester sceptique quand on lit ou on voit quelque chose. Autant si tu es un sceptique puis tu lis quelque chose pro-ovni ou pro-paranormal, il faut que tu sois sceptique. Puis si tu es un croyant, il faut que tu sois sceptique quand tu lis des trucs sceptiques. Hein? On parlait de ça justement quand on évoquait la mort de James Randi. Ben, c'est dans toutes les sphères d'activité. Il faut toujours se garder une espèce de recul en disant, OK, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, puis s'informer. C'est bon, OK, il y a une campagne de vaccination qui se fait, on peut s'informer, qu'en dit mon médecin, qu'en dit les gens, puis là, ben, on essaie de prendre des décisions les plus éclairées. Puis à un moment donné, bien sûr, il faut faire confiance. Je veux dire, je pense pas que les médecins soient là. C'est beau là, le mythe là, de le Big Pharma, là, mais je pense pas que nos médecins soient. Puis on le sait là, ces temps-ci, ils travaillent d'arrache-pied. Là. Je pense pas que les médecins sont là pour rendre malades les gens. Je pense que les médecins, comme n'importe qui travaille dans le domaine de la santé, veut le mieux-être des patients, puis le mieux-être des citoyens. Marceau le soir, présenté par Bière sans limite. La livraison de bière et de vin est disponible partout à Québec grâce à J. Martel. 7 jours sur 7, jusqu'à 21h. Bièresanslimite.com. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. Pom, 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 pom. On est vendredi 30 octobre. Demain, c'est l'Halloween. Est-ce que tu vas passer l'Halloween, cher Christian, ou t'as passé l'âge? Non, j'ai passé l'âge, oui. T'as passé l'âge. Est-ce que t'as acheté des Oui. bonbons? Des fois non, non. qu'ils se présentent, non? Non. Ben, tu sais, on se dit, bon, avec le COVID, on fait quoi? Je suis même pas sûr si les gens dans le quartier ici, nous, moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est dans la zone rouge, pareil comme à Québec, tu sais. Je sais pas comment les gens vont réagir avec la cueillette des friandises. J'ai trouvé un truc, moi. J'ai été me chercher un slingshot. M'a dit que les kisses, ils vont rentrer en tabarouette d'un sac. T'as besoin Est-ce d'avoir qu'on peut embarquer sur le terrain, M. Marceau? Non, reste là. T'as besoin d'avoir du visio, mon Marceau. Ça serait fou quand même. Donc, on parle des films d'horreur et c'est toi qui vas commencer, cher ami. Ben écoute, je sais que je le répète, à toutes les années, on se fait cet exercice des films d'horreur, tu sais. Puis j'attends toujours le nouveau film d'horreur qui va venir détrôner mes anciens films d'horreur, mais bon, c'est difficile d'en faire un film d'horreur. Je me rappelle, j'avais vu une entrevue à un moment donné avec Steven Spielberg, puis il disait que c'était peut-être le type de film les plus difficiles à réaliser. Puis la raison, elle est simple, hein. Qui d'entre nous ont réellement ont vécu la terreur? Ouais. Peu d'entre nous, là, moi qui t'ai survécu, été victime d'une tentative de meurtre par un tueur en série ou un truc comme ça, c'est pas quelque chose qui est inné. Or, généralement, les autres sentiments... J'ai quand même couvert aux élections la gang de Québec solidaire. Là. Je comprends. Ah, donc, t'es dans la bonne catégorie. Je m'en suis pas remis. Ouais, mais on comprend que les autres sentiments, bon, bien sûr, on peut avoir peur comme ça, tu sais, on eu un peu la chienne, tu sais, mais les autres sentiments sont des sentiments qui sont plus familiers, là, tu sais, l'amour, la bonté, la gentillesse, la peine, la tendresse, ce sont tous des sentiments qu'on a vécu et qu'on est capable de faire une association avec. Donc, quand tu regardes des films où on va véhiculer ce genre d'émotions, on est
on va y adhérer plus spontanément, on va se laisser entraîner plus spontanément parce que ce sont des sentiments qui nous sont familiers. Mais la peur pure et la terreur, ça c'est quelque chose qui est plus difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît, et essayer d'amener le téléspectateur à plonger là-dedans, ça devient excessivement difficile. C'est pourquoi la frontière entre le grotesque et la terreur pure, elle est très fragile. Si t'en mets un peu trop, ça devient ridicule. Puis si t'en mets pas assez, ben le téléspectateur n'embarquera pas. T'sais. Là, puis tu peux trop tomber dans le gore avec des bras coupés puis des jambes coupées, mais ça c'est plus, c'est pas, on n'est plus vraiment, c'est plus, ça soulève plus l'élément du dégoût que l'élément de la terreur. T'sais. Donc c'est vrai que c'est un style de film qui est difficile. Donc cela étant dit, mon film premier, et j'ai vu par les commentaires qui étaient sur la page de Radio X-Files, j'ai vu que beaucoup de gens partagent mon avis sur ce film. C'est peut-être le plus grand classique des films d'horreur. C'est le film qui a été déclaré par l'Académie du cinéma américain comme le film le plus terrifiant de tous les temps. On en écoute un court extrait. Y a-t-il quelqu'un en toi? Ah, hein? C'est quelques notes de Tubular Bell de Mike Oldfield. Écoute, ça dit tout. On est immédiatement, on sait de quoi on parle. Écoute, ce film, bon, c'est L'Exorciste, évidemment, les gens l'ont compris, The Exorcist en anglais, c'est un film qui est sorti en 1973. Puis écoute, il y a quand même ce film-là, et je l'ai dit d'ailleurs, j'ai écrit cet après-midi sur la page de Radio X-Files, je disais à des auditeurs, ce film-là est un peu hors catégorie. Tu sais, quand on parle de film d'horreur, Exorciste est un peu hors catégorie pour plusieurs raisons. D'abord, le film, il sort le 26 décembre 1973. On est au lendemain de Noël. Ça, c'est un extraordinaire coup de marketing parce qu'on se dit, durant la période des fêtes, les gens, et en particulier aux États-Unis, dans ce qu'on appelle la Bible Belt, là, des gens qui sont excessivement religieux, très catholiques, très pratiquants. Donc, ces gens-là, on vient de passer une période du temps des fêtes où on a un ange au sommet du sapin de Noël, la crèche en dessous de l'arbre, on chante des cantiques de Noël, il est né le divin enfant, etc. On est très dans les bondieuseries. Et voilà que le 26 décembre, donc le lendemain de Noël, sort au cinéma L'Exorciste, qui nous présente le diable comme on l'a jamais vu. Et il y a plusieurs éléments qui vont rendre ce film-là, qui vont dépasser l'image qui est sur la pellicule. Parce que, dans un premier temps, le film, il est l'adaptation d'un roman qui est paru en 1971, qui avait été signé par William Peter Blatty. Blatty est un scénariste de film, et c'est donc lui qui va réadapter son propre roman pour le film L'Exorciste. Et durant le moment où il fait cette adaptation, Blatty va confier à des journalistes que cette histoire de l'exorciste, il l'a pas inventée de toutes pièces. Et là, il raconte une anecdote assez sulfureuse. Quand j'étais à l'université de Georgetown, j'ai rencontré un prêtre jésuite qui, lui, connaissait des gens qui avaient pratiqué un exorcisme en 1949 en banlieue de Washington. En fait, l'histoire avait commencé à Cottage City et ça s'était poursuivi à Saint-Louis, au Missouri. Écoute, une histoire incroyable d'un adolescent de 14 ans qui était possédé par le démon. Donc, quand il raconte ça, évidemment, la presse s'empare de l'affaire, et quand le film sort en salle, le film n'est pas commercialisé comme étant basé sur une histoire vraie, mais la rumeur circule. Et donc, quand les gens vont au cinéma et voient le film L'Exorciste, ils savent à l'intérieur que ce film-là est basé sur des événements qui se sont peut-être déjà produits. Et en 1973, et en particulier dans les États très religieux, il y a une espèce de tabou encore qui entoure cette idée de la possession diabolique. L'exorciste fait également autre chose. Il donne, pour peut-être la première fois, il donne un visage et une voix au diable. Donc avant, c'était, on imaginait le personnage cornu, ça c'est le diable. Puis faut le dire aussi, dans les faits, la jeune fille dans le film L'Exorciste, qui est interprétée par
Linda Blair, qui incarne le rôle de Regan McNeil, elle n'est pas possédée par le diable, elle est possédée par un dieu du vent. Je sais, ça semble ridicule de dire ça, mais un dieu du vent qu'on retrouvait dans l'ancienne Mésopotamie, qui est Pazuzu. Donc, elle est possédée par cet esprit-là, mais bon, on fait vite l'association du diable. Et pour l'une des premières fois, on voit dans le film L'Exorciste, on lui donne un visage et on lui donne une voix. Donc, quand le prêtre rentre dans la chambre et il voit Regan qui est possédé par le diable, on voit le visage du diable. C'est pas un simple personnage avec des cornes. Et il a une voix. Tu sais, c'est pas qu'un son guttural. Il a une voix. Tu sais, quand elle dit Carasse, ta mère, elle est en enfer, ou elle suce des queues, ou des trucs comme ça, ou la truie est à moi. C'est... Le diable a une voix. Et ça transforme, ça va s'incruster dans l'imaginaire. Et tous les films ensuite qui vont reprendre l'imagerie du diable vont s'inspirer de l'exorcisme. Il y a vraiment, dans l'histoire des films d'horreur, il y a vraiment l'avant-exorciste et l'après-exorciste. Et tous ces éléments-là ont contribué à faire, à mon point de vue, de l'exorciste le plus grand film d'horreur de toute l'histoire du cinéma. Tu m'as donné le goût de le réécouter ce soir. Même si je l'avoue, hein, c'est un film de 73, même s'il y a certains effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, la trame du film en elle-même, elle est tout à fait percutante. Ton choix numéro 2 maintenant. Mon choix numéro 2, pour moi, plus grand film de fantôme de toute l'histoire. On en écoute un petit extrait. C'est un film canadien de 1980 qui s'appelle The Changeling, en français, L'Enfant du Diable. Within this old house live two residents. One of them is John Russell. The other has been dead for over 70 years. Did you die in this house? How did you die? What is it you want? What do you want from me? Many films will frighten you, but only a few can really terrify you. The Changeling, an experience beyond total fear. Ouais, c'est assez terrifiant, ça. Et tu vois, dans le narratif, la voix hors champ nous dit il y a des films qui vont vous faire peur, mais ce film va vous terrifier. Et j'avoue, Yannick, qu'il y a, pour moi, là, ça demeure, c'est un film de 1980, donc qui prend de l'âge. Hein? C'est un film quand même qui a 40 ans. Et, bon, d'abord, il y a une performance extraordinaire de l'acteur principal, qui est le légendaire George C. Scott. Et dans ce film, pour moi, là, je te dirais que parmi les scènes les plus terrifiantes que j'ai vues dans le cinéma, on les voit là-dedans. Puis ce sont des scènes assez, genre, entre guillemets, banales, parce qu'il n'y a pas de sang qui revole, il n'y a pas de bras coupés, là, mais il y a une scène, pour les gens qui ont vu le film, je ne vais pas vous vendre tout le punch du film, mais il y a une scène où on noie un enfant dans une baignoire. C'est troublant. Ouais. Moi, j'avoue que ça vient me chercher parce que, peut-être quand j'étais petit garçon, j'ai failli me noyer. Et la façon dont ça se passe, écoute, ça me donne le moton. Quand je vois cette scène-là, j'ai le moton. Et il y a une autre scène où on voit comme l'enfant noyé à travers le plancher. Pour ceux qui ont vu le film, savent exactement de quoi je parle. C'est un film qui est tout simplement terrifiant. Et dans The Changeling, ce qui est peu connu des gens, tous les gens qui ont vu ce film-là ont été très surpris, ont eu très peur à regarder le film, mais ce que les gens ne savent pas, parce que c'est pas beaucoup publicisé, c'est que le film est basé là aussi sur une histoire vraie. Un des 3 scénaristes du film, c'est un type qui s'appelle Russell Hunter. C'est d'ailleurs pourquoi le personnage principal du film s'appelle John Russell. Hein? Ça vient du fait qu'un des scénaristes s'appelle Russell Hunter. Donc, son prénom devient le nom de famille de son héros. Et ce Russell Hunter, en 1968, c'est un scénariste, il écrit des romans. Et en 1968, il s'était retiré à Denver, au Colorado. Et il a loué une gigantesque baraque pour $200 par mois. D'accord, on est en 1968, le coût des loyers n'était pas comme aujourd'hui, mais $200 par mois, c'était ridicule. Et dans une rare entrevue, Russell Hunter raconte qu'au moment où il emménage dans cet endroit-là, il paye $200 par mois,
il s'étonne pourquoi l'édifice est-il abandonné. Et là, on lui dit, parce que personne ne veut aller là. Il y a apparemment des phénomènes étranges qui s'y produisent. Hunter, il croit pas beaucoup. Et il arrive là et il va vivre toutes sortes d'expériences. Il va découvrir, comme dans le film de Changeling, il va découvrir une porte dérobée qui mène au grenier avec une chaise roulante. Tout ça. Écoute, je n'en dis pas plus, mais cette histoire-là, elle est tout à fait passionnante. Et si vous avez la chance, le film existe en français, là, même si on a entendu la bande-annonce en anglais, le film existe en français sous le titre L'Enfant du Diable, 1980, avec George C. Scott. À ne pas confondre avec un autre film qui s'appelle The Changeling, qui est plus tardif, avec Angelina Jolie. Là, en 2008, oui. C'est ça. Donc, c'est le même titre, mais ça n'a rien à voir. Donc, le film dont je vous parle, L'Enfant du Diable, de Changeling, film canadien de 1980, avec George C. Scott, c'est un film qui est renversant. Un bon film de 2 heures. Maintenant, ton dernier choix. Mon dernier choix, c'est un film... C'est drôle parce que quand on me posait la question « Quel est ton meilleur film de fantôme? » je répondais toujours « The Changeling ». Et il est demeuré pendant très longtemps. En fait, il est demeuré pendant littéralement 27 ans inébranlable. C'était mon film de fantôme, mon top, c'est celui-là. Et en 2007, sort sur les écrans un film qui était un film de coproduction espagnole et mexicaine qui s'appelle El Orfanato, l'orphelinat en français, qui était réalisé par Guillermo del Toro. Et ce film-là, c'est un couple là, qui emménage dans un ancien orphelinat. Ils ont adopté un petit garçon. Et là, il y a des phénomènes qui commencent à se produire là-dedans. Écoute, c'est un film de fantôme qui est tout à fait fantastique. Là aussi, je ne vais pas trop en donner. Mais écoute, il y a une séquence, à un moment donné, il y a une séance de spiritisme qui se tient dans la maison et la médium est incarnée par Géraldine Chaplin, qui est la fille de Charlie Chaplin. Et à un moment donné, elle entre dans une pièce, il y a des enfants qui ont été assassinés, et elle entre dans une pièce et on entend une espèce de souffle qui est à la fois une longue plainte qui semble comme si ça venait de l'au-delà, c'est le cri de ses enfants. Écoute, c'est troublant comme scène et ça me... Écoute, j'en parle, là, puis j'ai des frissons. Là, c'est là. Si vous n'avez pas vu L'Orphelinat, c'est un film qui est à voir, c'est tout à fait fantastique. C'est une superbe maison. Comment l'avez-vous trouvée? J'ai grandi ici. C'était un petit orphelinat. Quand tu étais petite et que tu vivais ici, tu n'avais pas peur? Ils sont dehors. Écoute. Moi, je serai jamais grand. Je ne vais pas grandir. Comme mes nouveaux amis. Parce que tu en as plusieurs? Ils sont 6. Simon n'est pas mort. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour récupérer mon fils. Accepteriez-vous de recevoir la visite d'une médium chez vous? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Vous entendez? Mais vous n'écoutez pas. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. Croyez, et alors vous verrez. L'orphelinat, ça a l'air franchement intéressant. OK, maintenant, je vais faire un petit peu plus vite parce qu'il faut qu'il nous reste du temps pour notre dernier segment. Oui. Une réalisation de Sam Raimi. Les jeunes de ma génération ont certainement écouté ce film-là et c'était probablement leur premier film d'horreur. Evil Dead. Ah! Dès que tu dis Sam Raimi, tu sais, c'est Evil Dead, tu sais. Ah! 1982, j'avais pas l'âge d'écouter des films d'horreur. C'est l'histoire d'une gang de jeunes qui se promènent en voiture. Ils sont dans une camionnette, il y a une collision. Ils s'en vont dans le bois, découvrent une cabane dans laquelle, on commence à fouiller. On espère passer la nuit à cet endroit-là. On découvre un enregistreur magnétique, on découvre une dague, on découvre un livre secret des morts dans le sous-sol. Et là, tu comprendras que toute l'action commence à débuter à partir de là. C'est de loin le film qui me fait le plus frémir. Peut-être parce que j'étais très jeune et que c'était le premier film d'horreur et que ça touchait les jeunes. Mais à tout jamais, je vais me souvenir de ce film-là. Et je vous parle vraiment du Evil Dead 1, là. Pas les autres, parce que les autres, c'était plus une blague. Là. Mais ils ont fait un remake aussi de ce film-là, si je me trompe pas. Ouais. Donc, on a l'original dans les années 80, ça a été fait, l'original de Evil Dead? 82, oui. 82. Et je crois, je suis pas certain, là, mais c'est sûr qu'il y a des auditeurs qui vont avoir la référence, mais je pense qu'on a refait ce film-là quelque part au début des années 2000.
Evil Dead. Mais je me rappelle avoir vu, écoute, le film que tu parles, l'original, bien sûr, je me rappelle avoir vu ça, le jeu d'adulte, Evil Dead. Et puis c'est vrai qu'on en parlait beaucoup là, dans notre milieu. Là. Hey, as-tu vu des Evil Dead? C'était comme la référence. Hey, c'est Evil Dead. T'sais. Je vous fais écouter ça. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. Là, c'est quand l'arbre décide de lui faire l'amour. Le fameux crayon dans la cheville. Ah. J'écoute ça, mon cher Christian, j'ai encore des frissons, Colin. Donc, Evil Dead 1982, ça c'est mon premier, c'est mon préféré. J'ai l'intention de le réécouter demain. Je vais le réécouter seul. Par contre, je n'écouterai pas ça avec mes gars. Mon deuxième, il y a eu une première version. Je pense que c'est une version chinoise. Moi, j'ai écouté la version peut-être un peu plus américaine qui a été réalisée par Gore Verbinski. C'est sorti en 2002. C'est The Ring. Bien sûr. Et le synopsis, c'est vraiment une mystérieuse cassette qui s'échange d'adolescent en adolescent ou de jeune adulte en jeune adulte. Et tout de suite, dès que la personne écoute cette fameuse cassette-là, eh bien, il y a un téléphone qui se fait dans lequel on apprend qu'il reste quelques jours à la personne qui a regardé la vidéo à vivre. Et là, ben, ça, c'est l'action part de là. C'est très, très, très terrifiant comme film et les effets spéciaux sont hallucinants. Je vous fais entendre ça. Tu n'existes Allez, il faut qu'on se lève. Oh, bébé, reviens au lit. J'arrête pas de penser à cette histoire. Il y a cette vidéo. Si tu la regardes, tu meurs. Dès que c'est terminé, une voix dit... Vous voulez que je vous parle de la fille? Donc voilà, c'est The Ring ou encore Le Cercle en français. Et je termine avec le dernier. Là, j'étais jeune adolescent, mon cher Christian, et c'était l'âge où on va avoir une sexualité active. Ouais. Qui faisait en sorte qu'on écoutait les films d'horreur avec les filles. On commençait sur chacun de nos divans. Puis après ça, ben, les filles ils venaient se réfugier dans nos bras parce que elles avaient peur. C'est le film Candyman. Est-ce que tu l'as déjà écouté? Oui, j'ai déjà vu Candyman. En fait, les trois films que tu mentionnes, je les connais. D'ailleurs, le Cercle, qui est une adaptation d'un film japonais, Rungu, là. Ouais. Moi, j'ai à la maison, dans ma vidéothèque, j'ai la version américaine et j'ai la version japonaise. Puis la version japonaise, je suis assez d'accord avec les critiques. Elle est peut-être plus terrifiante, mais les Japonais ont une façon de tourner qui est beaucoup plus lente. Hein? Et ça, c'est un peu dérangeant pour un public nord-américain là, qui est habitué à une action qui est assez... qui se développe assez rapidement. Disons, le développement de la version américaine est beaucoup plus rapide que dans la version japonaise. Donc, c'est une question de choix, mais c'est vrai que ce sont d'excellents choix, là. Le Cercle, si vous n'avez pas vu ça, c'est sûr que c'est un classique qui est absolument à voir. Et de Candyman, écoute, je pensais que tu étais pour me dire que c'était super écran quand il était un peu comme tu sais, à moitié débrouillé, là. Tu disais, tu cherchais ta sexualité. Puis on regardait super écran, puis de temps en temps, l'image se stabilisait pendant 2 secondes. Mais non, OK, bon, on y va pour Candyman. T'as-tu la bande-annonce? Oui, j'ai ça. Donc, c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui découvre une histoire terrifiante concernant le fameux Candyman. Elle décide d'enquêter. Puis, l'idée derrière cette histoire-là, c'est qu'il faut répéter 5 fois Candyman, 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 Candyman dans le miroir. Et à partir de là, on fait sortir le tueur. Le tueur, puis malheureusement, il y a des meurtres qui se commettent. Je vous fais entendre la bande-annonce à l'instant. Candyman? If you look in the mirror, you say his name 5 times. In cities everywhere. Candyman?
They whisper his name. Right. Candyman. It's just a story. Candyman. Candyman. Just a ghost story. Candyman. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman. Helen, a woman died in there. Leave it. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone. Except Helen Lyle. Bring it up. It ain't safe around here. I don't scare too easy. Donc voilà, Candyman 1992, c'est mon troisième choix, puis je regarde encore les images sur YouTube pour ce qui est de la bande-annonce, puis ça me fait encore des petits frissons. Hein? Tu sais que le Candyman, c'est un peu inspiré d'une véritable légende qui circule dans l'univers du paranormal, qui est Bloody Mary. Là. Donc, dans certaines circonstances, une espèce de rituel, si on se place devant un miroir et on répète à répétition Bloody Mary, Bloody Mary, là, ça va faire venir une espèce d'entité malveillante. Donc, Candyman un peu récupère cette thématique qui est très populaire dans l'univers du paranormal. Donc voilà, je vais aller voir juste rapidement le choix des auditeurs là, pour ce qui est des films d'horreur préférés. Je vais dire que l'Opéra de la Terreur, ça fonctionne pas pire. Les fameux Halloween, les Vendredis 13. Les Conjuring aussi, hein, quand on regarde les gens, les Conjurations 1 et 2, qui est basé sur les pseudo-enquêtes qui auraient été faites par le couple Ed et Lorraine Warren. C'est vrai que ce sont des films d'horreur qui sont... Moi, je les ai à la maison, je les ai revus plusieurs fois. C'est très efficace. Les films sont très, très bons, c'est très efficace. Le film Trick or Treat, ça revient beaucoup. J'ai jamais vu ce film-là. Je vais peut-être faire quelques recherches tout à l'heure. Fire in the Sky. Film d'OVNI. Évidemment, là, on est plus dans un... Je sais pas. C'est vrai qu'il y a certaines scènes qui... En tout cas, il y a certaines scènes qui sont troublantes. Là. Le pauvre Travis Walton se fait attaquer par des extraterrestres qui ont l'air des médecins nazis. Là. Mais c'est un film qui est pas... je ne sais pas si je le classerais dans des films d'horreur, mais bon, je peux comprendre que ça puisse... l'idée de se faire enlever par des extraterrestres, c'est pas nécessairement Jojo. Insidious, Insidieux. Oui. Ensuite, Halloween avec Rob Zombie. C'était très bon, ça. C'était Insidious, j'avais bien aimé ça. J'ai vu le... C'est un type qui trouve des vieilles vidéos, là, des films Super 8 là, dans une maison qu'il loue, puis il voit comme des scènes où il y a eu des assassinats, puis il y a comme un personnage qui apparaît. Je ne veux pas trop en dire, mais c'est un film qui est assez bien réussi. Il y a une espèce de climat très glauque autour de ça, qui fonctionne bien. Ouais. Le film 7 avec Brad Pitt, je pense. Oui, c'est Brad Pitt qui était là-dedans, hein, c'est vrai. Oui, absolument. Morgan Freeman aussi, je crois qu'il était là aussi. Quelqu'un qui me dit Emmanuel. Non, je pense que... Moins, ça. J'espère que ça a changé pour lui. Là. Mais Freddy, ce qui était terrifiant aussi, c'est quand on allait dans le rêve puis il y avait des enfants qui se balancinaient. Hein? Ouais. Moi, tu vois ça, les Nightmare on Elm Street, là, les Freddy, ça, j'ai pas embarqué du tout là-dedans. Je trouvais que... Non, j'étais plus, je me laissais plus entraîner dans la même gamme, je dirais. Je me laissais plus entraîner dans les Friday the 13 ou Halloween. Tu sais, Jason ou Michael Myers avec son masque. Je trouvais ça, moi j'embarquais plus là-dedans. C'était plus mon genre, ça, que Freddy, ça, il y avait comme un l'aspect fantasmagorique du personnage qui arrive à travers le nuage, pas le nuage, mais à travers les rêves. Je trouvais ça moins... C'est pas mon esprit critique me disait c'est moins vraisemblable que le tueur en série qui a un masque d'hockey. Sinon, Constantine, ça c'est avec celui qui fait la matrice. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Exact. Le village des damnés, Loup-garou de Londres, Hellraiser. Puis, je termine avec ça. Chucky. Bon, Chucky, c'était pas épeurant, ben. Là. Ouais, mais le Loup-garou de Londres, ça, c'était bien. Bon, c'est ça. Ah, là, il y a un de mes amis, il y a un des auditeurs qui mentionne, tu l'as mentionné, Hellraiser. Ouais. J'ai un de mes amis, moi, il ne jure que par Hellraiser. C'est lui, là, le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est Hellraiser. Écoute, il y en a un qui vient de rentrer, là, Christian, j'y ai pas pensé, mais ça, c'est un film d'horreur.
J'avais loué ça, il y en a qui vont dire vous êtes donc bien vieux, là, mais j'avais loué ça au club vidéo. Je pensais que c'était un petit film cucu. C'est une gang de filles qui décident d'aller faire de l'exploration dans des cavernes. Ça s'appelle La Descente. Oui, c'est bon. J'étais terrifié. Ouais, dans les films, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de films qu'on pourrait mentionner, là, on mentionne les trois, mais est-ce que tu as vu, par exemple, le film Les Autres avec Nicole Kidman? Excellent film. Tu sais, c'est que Les Portes de l'Esprit avec Kevin Bacon. Oui, très bon. Ça, c'est très, très bon. Miroir avec Kiefer Sutherland, qui est une adaptation d'un film japonais, ça aussi. Écoute, c'est quand même des bons divertissements. Ça laisse pas une empreinte. Moi, par exemple, si je prends Les Autres, ça m'a pas laissé une empreinte comme m'a laissé l'empreinte de Changeling ou L'Orphelinat. Mais c'est un excellent divertissement, ce film-là, Les Autres. Le sixième sens. Je sais pas si tu as vu avec Bruce Willis, dont la fin nous surprend tous. On s'attend pas du tout à ça. C'est comme... C'est vrai, tu sais, quand on commence à faire un dépouillement, là, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne panoplie de films d'horreur qui sont particulièrement bien réussis. Marceau le soir, présenté par Bière sans limite. La livraison de bière et de vin est disponible partout à Québec grâce à J. Martel. 7 jours sur 7 jusqu'à 21h. Bièresanslimite.com. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h26. Ah, quel sujet ce soir. Ça va faire un beau petit spécial Halloween. On va terminer l'émission avec ce segment-là. L'étrange histoire de Maurice Thériault. Voilà. Écoute, elle aussi a donné naissance, a été adaptée au cinéma, en fait à la télévision, dans un film de 1995, Legacy of Evil. Et ça met en fait, l'histoire raconte des événements étranges dans la vie d'un certain Maurice Thériault. Une histoire sur laquelle j'ai enquêté. Puis je te raconterai, après le petit bloc, je te raconterai une anecdote qui m'est arrivée durant le tournage. Écoute, c'était pas piqué des verres. Fait qu'on y va tout de suite avec ma petite capsule audio, La possession de Maurice Thériault. Nous sommes à Warren, au Massachusetts, aux États-Unis, le 2 mai 1985. Dans la modeste salle de séjour, un homme est assis, la tête penchée sur la poitrine. A priori, on pourrait croire qu'il dort ou qu'il somnole, mais il n'en est rien. Autour de lui, une demi-douzaine de personnes sont réunies. La plupart ont les yeux fermés. Elle prie. Immédiatement en face du dormeur, un homme se tient debout. À n'en juger par ses vêtements sacerdotaux, il s'agit d'un membre du clergé, un prêtre d'une 60aine d'années, au visage émacié. Un peu en retrait de cette assemblée pour le moins inhabituelle, un solide gaillard filme depuis déjà plusieurs minutes le rituel, le grand rituel de l'exorcisme. Soudain, la voix du père McKenna s'élève de nouveau. Sa voix est chevrotante et trahit son trouble. De sa main droite, il brandit sous le nez de l'homme assis devant lui un petit livre rouge sur lequel on peut lire en lettres dorées « De exorcismis et supplicationibus quibusdam », le rituel de l'exorcisme de l'Église catholique romaine. Esprit impur, qui que tu sois, toi et tes apôtres du mal, je vous ordonne de laisser ce serviteur de Dieu. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sur sa chaise, le dormeur soulève lentement la tête. Son visage est déformé. On dirait un diable grimaçant. De longs filets de sang s'écoulent de ses yeux, de son nez et de sa bouche, et se répandent sur son t-shirt blanc. Mais le prêtre ne se laisse pas impressionner. Je t'exorcise, toi le plus impur des esprits, toi l'ennemi du bien et tous tes suppôts. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cette créature de Dieu. Le dormeur soulève de nouveau la tête. Son visage n'est plus qu'une grimace indescriptible. De sa gorge émane un grognement comme celui d'un animal.
Sa peau se stigmatise et se transforme. Son visage n'est plus tout à fait humain. On dirait celui d'un reptile ou d'une gargouille. Le visage du mal. Mais qui es-tu? Au nom de notre Seigneur, je t'ordonne de me dire qui tu es. Les yeux révulsés, le possédé laisse échapper une longue plainte gutturale avant de lancer à l'endroit du prêtre. Je suis qui je suis. Je suis le seul. Le ton est menaçant et la voix n'a plus rien d'humain. C'est une voix caverneuse qui remplit l'espace comme si elle possédait tout, comme si elle seule avait le pouvoir de s'approprier l'espace et le temps. La voix du plus vieil ennemi de l'humanité, le mal en personne. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Premier-né de Imelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Sainte-Agathe au Québec, le jeune Maurice n'a pas encore 10 ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine, aux États-Unis. Ces années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit souvent travailler de longues heures au champ pour seconder le paternel. La tâche est si importante que le jeune Maurice doit quitter l'école pour se consacrer exclusivement aux affaires de la ferme. Son père le traite sans aucun égard. Maxime Thériault est une brute cruelle qui ne voit dans son fils qu'une main-d'œuvre bon marché. Il ne laisse jamais passer une occasion pour le traiter de bon à rien et de misérable. Les violences psychologiques et physiques qu'il fait subir à sa famille, que ce soit à l'endroit de Maurice, de sa mère ou de ses frères et sœurs, sont quotidiennes. À Fort Kent, les abus de Maxime Thériault, et en particulier à l'endroit du jeune Maurice, sont notoires. Mais que peut-on y faire? À l'adolescence, le jeune Maurice surprend son père se livrant à des actes de bestialité. Le gamin ne voit plus en Maxime Thériault qu'un être abject. Il rêve du jour où il se libérera de son joug. En silence, il prie et jure qu'il est prêt à tout pour échapper à l'emprise de cet homme qu'il déteste et méprise. Un jour, en revenant des champs, où pour l'énième fois il a été battu par son père, le jeune Maurice s'écrie « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de continuer à travailler pour toi. » Et pour le diable, il va travailler. Dans les mois qui suivent, le jeune Maurice sent parfois qu'il n'est plus tout à fait lui-même. Certains jours, il se surprend à jouir d'une force quasi herculéenne pour un adolescent de son âge. Il a l'impression que des forces étranges se substituent à sa propre volonté. Les années passent et Maurice voit enfin arriver le jour de sa majorité. À 21 ans, il peut maintenant s'affranchir de Maxime. Le jour même de son anniversaire, il quitte le foyer familial et prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il fait la rencontre de Patricia Ann O'Brien, dont il ne tarde pas à tomber amoureux. Hélas, l'union ne dure pas. Parfois, Maurice entre dans des transes qui le métamorphosent. Il devient violent et, à au moins 2 occasions, des événements surnaturels accompagnent ces crises. Une fois, un crucifix placé au-dessus du lit conjugal se met à saigner, mais lorsque le couple approche les doigts pour toucher le fluide, le sang disparaît sous leurs yeux. À une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à 2 endroits différents en même temps. Ces phénomènes effraient Patricia qui préfère le divorce à l'inconnu. Peu après, Maurice fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Là encore, l'union ne dure pas. Quasi illettré, Maurice Thériault, surnommé Frenchy à cause de son accent, va de petit boulot en petit boulot. L'argent se fait rare, mais ce n'est pas autant la pauvreté qui ruine son existence que ces étranges événements qui se multiplient dans sa vie. Parfois, il perd contact avec la réalité et devient quelqu'un d'autre. Durant ces crises, du sang s'écoule de ses mains, de ses pieds et de ses yeux. Les objets autour de lui se mettent à bouger tout seuls, comme s'ils étaient mus par des forces invisibles. À une occasion, alors qu'il roule avec Tina, Maurice entre dans une autre de ces crises. Il lâche tout
et laisse aller la voiture. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir comme si quelqu'un conduisait la voiture. Mais Maurice ne touche pourtant à rien. La Chevrolet roule ainsi quelques minutes, puis, toujours sous l'influence de cette force étrange, entre dans un champ et va heurter un gros chêne. Tina n'a aucun doute que cette entité invisible, qui a pris le contrôle de la voiture, a également voulu les tuer. Craignant pour sa vie et celle de ses jeunes enfants, elle préfère mettre un terme à leur vie commune. À la fin des années 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. Avec elle, il a l'impression que les choses peuvent vraiment changer. Le couple s'installe au Massachusetts et s'affaire à rentabiliser une exploitation maraîchère. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. Il saigne abondamment des yeux et des mains. Pourtant, lorsqu'il consulte, les médecins ne trouvent rien d'anormal à son état. Plus d'une fois, des gens jurent l'avoir vu à 2 endroits différents en même temps. Dans la maison, des coups mystérieux sont frappés dans les murs et des meubles bougent tout seuls. À première vue, on pourrait croire que la maison est hantée. Mais le problème est que ces manifestations ne se produisent que lorsque Maurice est en crise. Et si c'était Maurice qui était hanté? En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qui l'a tant haï, abat de sang-froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui. L'assassinat de sa mère et le suicide de son père ne font qu'ajouter aux troubles de Frenchy. Les étranges crises dont il souffre s'accentuent. Plus les mois passent et plus Nancy est inquiète pour la sécurité de Maurice et pour la sienne. En février 1985, Maurice Thériault se présente au commissariat de Warren, au Massachusetts. Il demande à l'agent de service s'il est possible pour la police de mettre sous verrou ses armes à feu. Il explique avoir des absences durant lesquelles il perd le contact avec la réalité. Il craint pour la sécurité de sa famille. L'agent lui explique que pour faire suite à sa demande, il doit lui-même apporter ses armes. Frenchy ne le fera jamais. Hélas. À la même époque, les Thériault, de plus en plus préoccupés par ces étranges événements, s'ouvrent à leur confesseur, le père Homer Boyer. Ils expliquent avoir maintenant la conviction que Maurice est possédé et tourmenté par le malin. Mais l'ecclésiastique ne sait trop quoi faire. Avant de conclure à une possession diabolique, il doit en référer à ses supérieurs et, surtout, consulter des experts en ce domaine. Mais qui? Le curé se rappelle avoir vu un couple à la télévision qui se consacre à l'étude de ces phénomènes. Ed et Lauren Warren. Peut-être ceux-ci pourront-ils l'aider à voir clair dans cette histoire. Ed et Lauren Warren sont de véritables légendes dans l'univers du paranormal. En 1952, ils ont fondé la New England Society for Psychic Research. Ils ont été impliqués dans près de 10 000 affaires de hantises à travers le monde, dont la célèbre histoire d'Amityville. Lorsque Lauren Warren reçoit l'appel du père Boyer, elle comprend vite l'urgence de la situation. Maurice Thériault a besoin d'aide. Le 18 février 1985, les Warren rencontrent pour la première fois Maurice Thériault. Ils écoutent son récit et prennent note des étranges événements qui, depuis 30 ans maintenant, ont stigmatisé sa vie. Pour eux, il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une, sinon plusieurs entités diaboliques. La foi est son dernier recours. Avec l'aide du père Boyer, ils organisent 2 séances de prière, dont l'une en présence de l'évêque. Durant ces séances, des prières de libération, appelées aussi rituels du petit exorcisme ou exorcisme mineur, sont dites dans l'espoir d'affranchir Maurice des forces infernales qui le hantent. Malheureusement, sa quiétude est de courte durée. Après de brèves accalmies, les meubles et les objets se remettent à bouger autour de lui, comme doués d'une vie propre. Ses crises se font plus fréquentes et, à chaque fois, du sang suinte de ses yeux, de sa bouche et de son nez. Les Warren,
témoin impuissant de ces événements, décide alors de passer à l'ultime solution, le grand exorcisme. Pour ce rituel, il sollicite l'aide d'un prêtre d'expérience, le père McKenna, qui a participé à plusieurs exorcismes. Le 2 mai 1985, l'équipe des Warren débarque au grand complet à la ferme des Thériault. Il y a là Ed et Lorraine Warren, le père McKenna, Roger Coyle, un policier du Connecticut qui agira comme témoin et caméraman, et 3 collaborateurs réguliers, Larry Edward, Al Vogel et Charles Cavatus. La séance se tient directement dans la salle de séjour des Thériault. Tout au long du rituel, Maurice s'agite sur sa chaise. Du sang coule de ses yeux, de son nez et de sa bouche. La peau de son visage se transforme et prend l'aspect d'une peau de lézard. Il annonce bientôt qu'il est le seul, qu'il est le diable en personne. Mais le père McKenna ne baisse pas les bras. Il abjure cette entité démoniaque à quitter le corps de Maurice, de lui redonner son âme. Pendant des heures, l'homme de Dieu et le possédé, le bien et le mal, vont s'affronter. À plusieurs reprises, les participants devront se saisir de Maurice Thériault pour l'empêcher de se jeter sur le prêtre. Mais à la fin, le visage de Maurice reprend son aspect humain, ses traits se détendent et le sang cesse de couler. Maurice Thériault semble enfin libéré du mal qui, depuis des lustres, a fait de sa vie un enfer. Après le rituel, Maurice Thériault reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps, les Warren vont maintenir le contact avec lui, juste pour s'assurer que tout va pour le mieux, sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. Celle de Maurice Thériault sera sanglante. En novembre 1992, 7 ans après l'exorcisme du père McKenna, Maurice Thériault sombre dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et transcende son esprit. Au soir du 4 novembre, il appelle l'une de ses filles, Melinda, et lui demande pardon. Il jure qu'il veut tuer Nancy, son épouse dont il s'est séparé. Le ton de sa voix laisse présager le pire. Aussitôt, Melinda monte dans sa voiture et fonce à la ferme familiale. Lorsqu'elle arrive, l'endroit semble désert. Elle entre. Sur la table de la cuisine, elle trouve une note écrite à l'attention de Nancy. Soudain, elle entend un bruit au sous-sol. D'instinct, elle sait que ce n'est pas le chien. Elle ouvre la porte. Son père se tient derrière et la braque avec un fusil. Il s'attendait visiblement à voir Nancy. Melinda lui dit de se calmer. Elle pense appeler le 911, mais Maurice a déjà coupé la ligne du téléphone. Il a stationné sa camionnette à 1,5 km derrière la maison, hors de vue. Melinda lui demande de s'asseoir sur le divan et de se calmer. Elle prie pour que Nancy n'arrive pas à ce moment-là. Maurice s'excuse d'avoir été un père absent et explique les raisons de ses gestes. Melinda lui répète que ce n'est pas la solution. Sur cette entrefaite, Nancy rentre à la maison. Maurice est enragé. Dès l'entrée de Nancy dans la pièce, Maurice se lève et la braque avec son arme. Il l'implore de l'écouter, mais Nancy refuse de lui parler. Elle insiste pour qu'il parte sur le champ. Sur ce, Nancy ouvre la porte donnant sur le balcon avant et fait le geste de sortir. Sans hésiter, Maurice lui tire dans le bras. Nancy s'affaisse dans l'entrée. Maurice l'empoigne et la traîne à l'intérieur. Melinda tente de s'interposer, mais Maurice la repousse en arrière. Il lui dit qu'il l'aime, puis se retourne à nouveau vers Nancy. Elle est semi-consciente et baigne dans une mare de sang. Son bras gauche ne tient plus que par un filet de chair au niveau du coude. Il la dévisage. « Regarde-moi et rappelle-toi bien de ceci. » Il se retourne à nouveau vers Melinda
et lui demande pardon. Il place alors le canon dans sa bouche et appuie sur la détente. Après la mort de Maurice Thériault, Nancy va lui survivre quelques années. Malgré les terribles événements qui l'ont laissé handicapé, elle n'entretiendra envers Frenchy aucune animosité. La mort de Maurice Thériault aura été à la fois pour elle comme pour lui l'ultime libération de cette force diabolique que personne n'aura jamais vraiment su enchaîner. Tout à fait terrifiant comme je l'aime. Oui, c'est une bonne histoire. Écoute, avant de faire notre analyse des pour et des contre, je sais que le temps file rapidement, on a dit en début d'émission qu'on allait faire tirer une copie de mon livre OVNI au Québec. Alors, je te laisse choisir la question, Yannick. Ah, écoute, un des films préférés de Christian Page et un de mes films préférés à moi. Donc, 2 réponses à donner. Un des films préférés de Christian Page, puis un de mes films préférés qu'on a donné dans l'émission. Bon. Maintenant, pour ce qui est de cette histoire de la possession de Maurice Thériault, écoute, je suis allé sur place. D'ailleurs, c'était la première fois que je rencontrais les Warren. Donc, quand on est arrivé chez les Warren avec l'équipe de tournage, Ed Warren était déjà à ce moment-là très malade. Hein. Il est décédé de mémoire, je crois que c'était en 2004-2005. Donc, on arrive là, il est très malade. Et donc, on est accueilli par Lorraine Warren. Je t'ai déjà raconté un peu cet épisode. On est là, moi, le caméraman en particulier. Puis, c'est tellement une bonne madame, là, une bonne grand-mère. À un moment donné, je dis au caméraman, puis elle se levait régulièrement, elle allait voir Ed, elle était au petit soin avec Ed. Puis à un moment donné, j'ai dit au caméraman, si on s'en va pas, là, elle va se mettre à nous faire des biscuits. C'est une femme qui était tout à fait chaleureuse. En revanche, et c'est un peu un point faible, si on regarde cette histoire, comme elle a été enquêtée par les Warren, si c'est vrai qu'ils jouissent auprès du public d'une belle réputation parce qu'on les associe au film, justement, La Conjuration, dans la réalité, c'était loin d'être des bons enquêteurs. C'était des gens qui étaient un peu zélés sur la religion, on voyait le diable partout. Puis on leur a reproché à bien des occasions d'avoir un peu manipulé les faits pour pouvoir écrire des livres, écrire des films, etc. Et d'ailleurs, l'histoire de Maurice Thériault a fait l'objet d'un livre écrit par les Warren en collaboration avec Michael Salandra puis Mark Miranda qui s'appelait Satan Harvest, hein, la moisson de Satan. Ça a été publié une première fois en 1990 et réédité en 2014. Donc, les Warren, c'est sûr que ça, c'est un des points faibles dans l'histoire de Maurice Thériault. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais avec Lorraine Warren, je lui demande est-ce que je peux voir le dossier de Maurice Thériault, votre dossier d'enquête, elle me sort ça. Écoute, c'est 3-4 post-it dans le fond d'une enveloppe. Il n'y a rien là-dedans. Là, donc, ça, c'est clairement un point faible. En revanche, les points forts, puis les points forts ne nous obligent pas à accepter que le diable se manifeste. Là, je laisse ça à d'autres. En fait, on en a déjà parlé de la possession diabolique. Je pense que ce n'est pas vraiment une question de science. C'est plutôt une question de foi. On y croit ou on n'y croit pas. C'est pas à la science de prouver si le diable existe. Il y a des gens qui ont des comportements comme s'ils étaient possédés, donc au mieux on peut dire qu'ils ont une espèce de syndrome de possession, mais de là à se prononcer est-ce que c'est réellement le diable, je laisse ça à d'autres experts. Le point fort de cette histoire, c'est, écoute, j'ai rencontré tous les gens qui étaient là. Et un des types, Roger Coyle, qui était là, lui était le type qui est le caméraman, c'est un policier. T'sais. Puis il me racontait toutes sortes d'événements dont il a été le témoin, puis qui étaient confirmés par d'autres personnes. Et au moment où ces gens-là me racontent ces histoires-là, ils me les racontent à peu près pareil. C'est sûr que ce sont des événements, au moment où moi je les interroge, qui ont déjà 20 ans. Donc il y a des variations légères dans leur récit, mais tous ont été très impressionnés. Ils me racontent ça. Et j'ai vu les images de l'exorcisme de Maurice Thériault. C'est assez long. Hein? Généralement, quand on en présente à la télé ou dans des documentaires, et moi-même, quand j'ai fait Dossier Mystère, on avait parlé de cette histoire-là, on en a présenté quelques secondes. Mais écoute, quand tu es assis et tu regardes ça pendant 2 heures, le type, il y a réellement du sang qui lui sort des narines, des yeux, de la bouche. On voit, c'est de la mauvaise image, parce que c'est des images qui étaient tournées sur des cassettes VHS à l'époque. La qualité de l'image n'est pas vraiment là. Mais on voit clairement des espèces de boursouflures, des craquelures qui apparaissent sur la peau de Maurice Thériault. J'ai été assez, pas convaincu, mais j'étais plutôt impressionné par ce que j'ai vu.
Et le moment, l'anecdote que je voulais te raconter, là, à un moment donné, je me mêle un peu dans mes dossiers, puis là, je dois aller rencontrer un à gauche, à droite. Et je me retrouve avec Melinda Thériault. Et là, écoute, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle elle était présente quand Maurice s'est tiré une balle. Et visiblement, elle a été traumatisée par cet événement-là. Et moi, j'arrive là, puis je commence mon entrevue un peu, tu sais, badinant sur cette histoire-là. Puis elle commence à me raconter ça. Et là, à un moment donné, elle me dit, là, le 4 novembre, j'arrive à la ferme, puis là, elle me raconte l'histoire, elle ouvre la porte, puis Maurice est là. Et là, je me dis en dedans de moi, là, je dis, ah, shit, c'est elle qui était là ce soir-là. Fait que là, elle se met à pleurer, ma chaude larme, puis là, elle a de la misère à me raconter l'événement. Puis là, moi, je suis comme tout dans mon petit coin, là, genre, tabarnouche, je voulais vraiment pas ça. Puis là, le caméraman, je me rappelle, c'était un type qui s'appelle Patrice Massenet, qui travaillait à Radio-Canada, Et là, Massenet me fait comme une espèce de geste, il met son index dans mon dos, puis il me fait un rond, en voulant dire, je continue à tourner, tu sais. Fait que moi, écoute, je suis mal à l'aise de cette situation-là, mais en même temps, la façon dont elle me racontait ça avec l'émotion, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais refaire à la télé. On a dû couper, ça a duré longuement, ce moment d'entrevue, mais c'était troublant la façon dont elle me racontait ça, comment elle était convaincue, bien sûr, que son père était réellement possédé par une entité. Elle me disait, c'était plus lui, je le reconnaissais plus, et au moment où... C'est un peu difficile de mettre ça en mots, mais elle raconte, elle dit juste au moment où il va se suicider, elle dit, il m'a regardé, j'ai vu son visage se détendre. C'est comme si son visage avait changé. Et là, il me dit, une dernière fois, il dit, pardonne-moi. Et très rapidement, il met l'arme dans sa bouche, puis il appuie sur la détente. Écoute, pour moi, ça reste un moment, là, j'en ai fait des entrevues, Yannick, dans ma vie, pour couvrir toutes sortes de trucs. Ce moment-là, cette entrevue avec Melinda Thériault a été pour moi un moment assez marquant que je vais me rappeler toute ma vie. Écoute, je m'attendais pas à ça. C'était pas comme c'était elle qui était là. Parce qu'on ne le savait pas en réalité qui était là. Dans les ouvrages qui ont été publiés, qui racontent l'histoire de Maurice Thériault, on dit une de ses filles était présente. Mais on donne pas le nom. Et puis, j'avais mis ça un peu comme... J'avais tellement de trucs à faire que je savais qu'une de ses filles était là. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit Melinda. Et là, écoute, parce qu'il y a quand même eu 6 ou 7 enfants avec 3 femmes différentes. Puis je tombe sur celle qui était là le soir en question. T'sais. Ça a été troublant, mais je garde un excellent souvenir de cette affaire-là. Ils ont dit, ils ont mentionné que Maurice Thériault avait le don d'ubiquité. Est-ce que ça a déjà été répertorié? En fait, c'est une être à 2 places en même temps, c'est un phénomène qu'on retrouve, mais surtout dans la littérature religieuse. Je pense notamment, il y a un miraculé qu'on appelle Padre Pio, un prêtre, un père qui a été canonisé, là, puis bon, qui jouait, il y a beaucoup de gens qui lui attribuent des miracles, et Padre Pio est surtout connu dans la littérature parce que c'est un type qui a développé les stigmates, donc il avait sur son corps les marques du Christ qu'il a eu pendant des années, puis il y avait périodiquement du sang qui s'écoulait de ses plaies, tout ça, à un point tel d'ailleurs que ses supérieurs hiérarchiques l'avaient interdit pendant un moment de donner de faire des messes, parce que les gens, il attirait des gens qui voulaient simplement le voir en chair et voir le sang qui s'écoulait de ses mains. Mais ce don, on dit que Padre Pio avait ce don-là d'être à plusieurs endroits ou d'être vu à plusieurs endroits en même temps. Et c'est pas le seul saint qui avait cette habilité-là, mais c'est quelque chose, puis là je me prononce pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est généralement quelque chose qu'on retrouve dans la littérature religieuse, une espèce de miracle qui est généralement attribué à des saints. Dans le cas de Maurice Thériault, de mémoire, c'est le seul cas que je connaisse qui est associé à une possession diabolique où des gens ont dit qu'ils l'avaient vu à 2 endroits en même temps. Encore une fois, ce sont des témoignages, donc c'est difficile de démontrer ça ou de prouver ça. Des gens racontent ça. Puis, malheureusement, dans le cas d'événements comme ceux-là, on doit très souvent s'en remettre qu'aux témoignages. Et là, bien sûr, si ce n'est que des témoignages, on ne peut que jouer la carte de j'y crois ou j'y crois pas. On ne peut pas vraiment se prononcer de manière explicite. Christian, je te souhaite de passer un bel Halloween demain. C'est tout le temps qu'on avait. Le gagnant de ton livre, il s'agit de Maxime Pajot de Sainte-Marie-de-Beauce. Parfait, tu m'envoies ses coordonnées, puis on va lui faire parvenir ça. Bon week-end à tout le monde, puis on se rejase vendredi prochain. Ça marche. Salut! Bye bye. Radio X Files. Radio X.